Bonjour. Alors, comme prévu l'autre fois, nous avons au programme le deuxième paragraphe de la deuxième section du chapitre 1 qui portera sur le calcul et l'analyse des écarts sur les charges indirectes. Je vous rappelle que la première partie du calcul des écarts a porté sur les charges directes et nous avons retenu la démarche prescrite par le plan comptable de 1982, celle qui consiste à décliner l'écart total à deux niveaux. Dans un premier temps, l'écart total est décliné en un écart sur volume d'activité et un écart global ou bien économique. L'écart total est décliné en un écart sur volume et un écart global ou bien l'écart économique selon l'appellation du plan comptable 1957. Puis par la suite, l'écart économique est décliné en deux sous-écarts, un écart sur quantité et un écart sur prix. L'objectif de la déclinaison, comme nous l'avons précisé l'autre fois, c'est de localiser les responsabilités. De localiser les responsabilités parce que le contrôle doit conduire vers l'origine, bien la source de l'amélioration de la performance ou bien la détérioration de la performance. Les écarts peuvent également se calculer au niveau des charges indirectes des centres d'analyse, c'est-à-dire que les charges indirectes doivent faire également l'objet d'un contrôle et d'un suivi dans les centres d'analyse pour savoir dans la mesure les budgets de charges indirectes sont respectés ou non. Alors les écarts sur charges indirectes, c'est les écarts que nous allons calculer au niveau des centres d'analyse. Pourquoi ? Parce que les charges indirectes sont traitées dans les centres d'analyse. Un centre d'analyse correspond à un découpage réel de l'entreprise en ce qu'on appelle les centres de responsabilité. Un centre de responsabilité peut être soit un département, une division, une fonction, un atelier, ainsi de suite, ou bien il peut correspondre à un découpage fictif pour faciliter les traitements comptables, comme dans la méthode des centres d'analyse, où l'on retient certains centres fictifs, une manière un peu de faciliter le traitement des charges indirectes. Alors un budget d'un centre est constitué essentiellement de trois éléments. C'est très important. Et ce sont les trois éléments qui vont faire l'objet du contrôle et du suivi par la suite. Dans un centre, nous avons un budget de charges à la fois variable et fixe. Et donc, il y a un travail que nous avons élaboré au niveau de la première section, c'est l'élaboration du coût préétabli qui conduit à l'élaboration du budget du centre lui-même. Alors ce budget, le budget des charges est constitué des prévisions de charges variables et de charges fixes. Les charges variables, comme leur nom l'indique, c'est les charges qui varient en fonction du volume d'activité. L'activité ici est mesurée en unité d'œuvre, à ne pas confondre avec la production qui est mesurée en unité du produit. Et les charges fixes, ce sont les charges fixes qui ne varient pas quel que soit le volume d'activité. Et donc on aura les charges variables standards sont généralement différentes des charges variables réelles, mais les charges fixes réelles sont toujours les mêmes charges fixes standards en bloc, en total, sauf que le coût fixe unitaire que nous allons définir par la suite, il est décroissant en fonction du volume d'activité. Plus l'activité augmente, plus le coût fixe unitaire baisse. Inversement, plus l'activité diminue, plus le coût fixe unitaire augmente. Deuxième élément qui caractérise un centre, c'est l'activité. Chaque centre, il doit avoir une activité qui rend compte de ce que fait le centre. Donc, chaque centre a une activité. Cette activité est mesurée en unité d'œuvre. Dans un centre de production, l'unité d'œuvre peut être le produit fabriqué, les heures machines assurées, les heures de main-d'œuvre. Dans un centre de distribution, on peut prendre un coût de production, le dirham de coût de production, le produit vendu, et ainsi de suite. Donc, pour chaque centre, il y a une activité, et l'activité donc diffère d'un centre à l'autre, et cette activité, elle est mesurée en unité d'œuvre. Alors là, pour les objectifs de contrôle, nous avons besoin également de soumettre sous le contrôle le rendement réalisé au niveau de chacun des centres, puisque chaque centre doit avoir un budget et là une activité. Et si l'activité est là, il doit concourir à la réalisation de la production. Et donc, le rapport de l'activité au rendement, de l'activité plutôt à la production, nous donne ce qu'on appelle le rendement. Et donc, le rendement, il est défini par le rapport entre l'activité et la production. L'activité mesurée en unité d'œuvre et la production mesurée en unité du produit. Lorsqu'on rapporte l'activité sur la production, eh bien, on obtient le nombre d'unités d'œuvre consommées par chaque unité du produit.
le nombre d'unités d'œuvre consommées par chaque unité de produit. Dans le centre approvisionnement, c'est le kilogramme acheté pour chaque unité produite. Dans le centre atelier, c'est le nombre d'heures main-d'œuvre aux machines consommées par chaque produit, et ainsi de suite. Donc ces trois éléments doivent figurer au niveau des écarts, et l'écart global sur charge indirecte doit être décliné de sorte que chaque sous-écart rend compte de chacun de ces trois paramètres qui caractérisent un centre d'analyse. Dans un premier temps, c'est la coutume qui le veut, nous allons calculer l'écart global. Et puis cet écart global sera décliné par la suite en trois sous-écarts: l'écart sur budget, l'écart sur activité et l'écart sur rendement. Nous reviendrons en détail sur les formules qui permettront de mener ce type de découpage. Alors pour calculer l'écart global que nous avons défini préalablement comme étant les charges réelles constatées ou bien les charges réelles du centre moins le coût préétabli de la production réelle, eh bien cet écart global, il n'est pas loin de l'écart global que nous avons défini pour la matière ou pour les main-d'œuvre, parce que l'écart global c'est toujours un coût réel moins un coût préétabli. Un coût réel, ici c'est les charges réellement constatées, les charges indirectes réellement constatées au niveau du centre, moins le coût préétabli de la production réelle, c'est-à-dire le budget flexible élaboré pour un niveau d'activité qui correspond à la production réelle. Pour l'analyse de l'écart global, nous allons retenir les notations suivantes. Alors là, lorsqu'on vous dit on va retenir les notations suivantes, c'est-à-dire que c'est un contrat que nous allons tous signer ensemble et respecter dans la mesure du possible pour pouvoir s'entendre. Donc on va parler le même langage. Donc tenez bien à ce que ces notations soient respectées. Nous allons retenir grand FFS, les frais fixes pour l'activité normale. Le FF, donc c'est les frais fixes. F c'est les frais, le deuxième F c'est fixe, standard, le petit s c'est standard, c'est-à-dire les charges fixes qui correspondent à l'activité normale. Donc les charges fixes standards, ce sont les charges fixes qui correspondent au niveau d'activité normale. C'est ce qu'on appelle les charges de structure, parce que ces charges fixes correspondent à un niveau de structure défini préalablement. On peut obtenir les frais fixes unitaires. Eh bien, il suffit de diviser les frais fixes totaux par l'activité normale, et on aura le petit fs, c'est la notation, ou bien le coût fixe unitaire standard, CFUS. Coût fixe unitaire standard, c'est les charges fixes standards divisées par l'activité normale, c'est-à-dire le coût fixe qui revient à une unité d'œuvre. À une unité d'œuvre, c'est-à-dire à une unité de l'activité. Le VS, c'est le coût variable unitaire standard, c'est-à-dire les charges variables totales divisées par l'activité normale. Les charges variables totales, standard bien sûr, divisées par l'activité normale. Et de cette façon, on aura le coût de l'unité d'œuvre standard sera constitué à la fois des charges variables et des charges fixes. Et on aura le CS, la quatrième notation à retenir, c'est le coût de l'unité d'œuvre standard, et c'est la somme du coût variable unitaire standard et du coût fixe unitaire standard. Et donc CS, c'est petit vs plus petit fs. Alors, avec ces éléments-là, nous allons définir deux types de budget. Le budget standard et le budget flexible. Si vous vous souvenez de la première partie de ce chapitre, nous avons dit que l'élaboration des coûts préétablis nécessite la distinction du budget flexible et du budget standard. Le budget standard, il est établi une fois pour toutes pour une activité normale, et le budget flexible, c'est une adaptation des prévisions de charges indirectes en fonction du volume d'activité constaté. Et donc, les notations qui seront retenues tout au long de ce calcul sont les suivantes. Budget standard pour une activité quelconque à étoile, c'est le coût de l'unité d'œuvre fois l'activité. Ou bien, puisque le coût de l'unité d'œuvre il est constitué d'une part des charges variables et des charges fixes, et donc on aura ici le budget standard sera petit vs plus petit fs fois l'activité, c'est-à-dire le coût variable unitaire standard plus le coût fixe unitaire standard multiplié par l'activité. Là, on ne va pas dissocier le coût variable du coût fixe parce que les deux constituent le coût de l'unité d'œuvre standard. Par contre, lorsqu'on calcule le budget flexible, eh bien on aura pour un niveau d'activité, le budget flexible, nous l'avons défini
en essayant de le formaliser au niveau de la première section. Son expression, c'est AX plus B. AX plus B, avec A, c'est le coût variable unitaire, X, c'est l'activité, et B, c'est les frais fixes standards. Et donc, on aura le budget flexible, aidé de la forme générale, VS fois A étoile, c'est-à-dire l'activité, plus les frais fixes standards. Donc, ici, vous voyez que les frais fixes standards sont isolés dans l'équation. C'est une manière un peu de dire que les frais fixes ne s'adaptent pas au volume d'activité, ils sont fixes quel que soit le volume d'activité. Qui est appelé à s'adapter, ce sont les charges variables. Et donc on aura le budget flexible est constitué de la quote-part des charges variables qui doit être proportionnelle si les charges sont opérationnelles. Donc le coût variable standard il doit être fixe, c'est le A, l'activité c'est X et les grands FFS c'est le B. Et on rejoint la formule que nous avons utilisée au niveau de la première section. Budget flexible, il est de la forme AX plus B. Une fois donc calculé l'écart global, il est temps de le décomposer en trois sous-écarts. L'objectif, c'est de mettre en évidence l'influence que peut avoir chacun des paramètres sur le fonctionnement et sur la performance du centre. Alors, l'écart économique sera décomposé, je reviendrai sur les formules en détail par la suite. L'écart économique est décomposé en trois sous-écarts. Un écart sur budget, nous avons dit que le premier élément qui caractérise un centre, c'est le budget, des charges à la fois variables et fixes. Donc, un écart sur budget, un écart sur activité et un écart sur rendement. Et vous avez remarqué, les trois paramètres qui font un centre, bien qui caractérisent un centre d'analyse, feront l'objet de l'évaluation ou bien du contrôle. Alors, l'écart sur budget, voici la formule définitive que nous allons retenir. L'écart sur budget, ou bien il est appelé également écart sur coût variable, c'est le coût variable unitaire réel du centre, moins le coût variable unitaire standard du centre, fois l'activité réelle. Fois l'activité réelle. Alors, si vous voulez comparer par rapport à l'écart sur coût que nous avons calculé au niveau des matières premières ou de la main-d'œuvre, c'est le coût unitaire réel, moins le coût unitaire standard, fois l'activité réelle, puisqu'ici, l'écart sur budget se calcule au niveau des charges variables, et donc c'est le coût variable unitaire réel, moins le coût variable unitaire standard, fois l'activité réelle, c'est-à-dire le nombre d'heures machine, ou bien le nombre d'heures main-d'œuvre, ou bien le nombre de kilogrammes consommés au niveau du centre. L'activité, c'est ici, rend compte de ce qui est consommé au niveau du centre. L'écart sur activité, le deuxième écart, ou bien l'écart sur coût fixe. L'écart sur coût fixe, c'est un écart sur activité. On cherche à savoir quel est l'impact de la variation du volume d'activité sur les charges fixes. C'est la raison pour laquelle il est appelé autrement écart sur coût fixe. Sinon, c'est un écart sur activité. Et la formule que nous allons retenir et développer par la suite, c'est l'activité normale du centre, ce qui devrait se réaliser au niveau du centre, moins l'activité réelle, ce qui s'est réellement produit dans le centre, fois le coût fixe unitaire standard, c'est-à-dire le petit fs. Et le petit fs, c'est les charges fixes totales divisées par l'activité normale. L'écart sur rendement, le troisième écart que nous serons appelés à calculer, c'est l'écart qui mesure la détérioration ou bien l'amélioration du rendement. Et donc, dans la formule définitive, on doit trouver la variation du revenu. Donc, l'écart sur rendement, c'est la formule que nous allons retenir et celle que nous appliquerons, c'est le rendement réel moins le rendement standard fois la production réelle fois le coût d'une unité d'œuvre standard, c'est-à-dire VS plus petit fs. VS plus petit fs. Alors, vous voyez ici que dans chaque écart, il y a la variation. Il y a la variation. Alors, sur l'écart sur budget, ou bien l'écart sur coût variable, nous avons la variation du coût variable unitaire, fois l'activité réelle. Dans l'écart sur activité, nous avons la variation de l'activité. Et dans l'écart sur rendement, nous avons la variation du rendement, une manière un peu d'échapper à la confusion et à l'ambiguïté que nous pouvons rencontrer si on retient la formule primitive, comme nous le verrons tout de suite. Et donc, je vous conseille et je vous recommande plutôt de retenir ces formules parce qu'ils sont faciles à interpréter et ils renseignent sur les causes de l'amélioration ou bien de la détérioration de la performance au niveau du centre. Premier écart à calculer, c'est l'écart sur coût variable, appelé également l'écart sur budget. Alors, dans certains manuels de comptabilité de gestion ou de contrôle de gestion, vous pouvez retrouver la formule
qui sert pour les calculs, c'est la formule primitive. Je l'appelle formule primitive. Donc l'écart sur coût variable, c'est les frais réels du centre moins le budget flexible pour l'activité réelle. Ça, c'est la formule. Si bien sûr, vous n'avez pas de confusion au niveau à distinguer entre les frais fixes et le budget flexible, eh bien vous pouvez appliquer cette formule et obtenir directement l'écart, quitte à pouvoir l'interpréter. Mais je suppose que c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas ici la variation de ce qu'on cherche à évaluer, c'est-à-dire le coût variable. C'est la raison pour laquelle je vous recommande, et à ce niveau-là, je m'inspire du travail analytique fait par Claude Alazar et Sabine Séparé dans le manuel contrôle de gestion, édition 5 et autres. L'écart sur coût variable, c'est les frais réels du centre. C'est quoi les frais réels du centre? Bien, le budget réel du centre. Le budget réel, c'est le coût variable unitaire réel fois l'activité réelle plus les frais fixes réels. Donc ici, nous avons le budget réel, c'est une forme exceptionnelle du budget flexible. Il est de la forme AX plus B, donc VR fois l'activité réelle, c'est-à-dire le coût variable unitaire réel fois l'activité réelle plus les frais fixes réels. Ça, c'est les frais réels du centre, moins le budget flexible. Et le budget flexible, il est de la forme AX plus B. Le A, c'est le coût variable unitaire standard. Le X, c'est l'activité réelle. Et le B, c'est les frais fixes standards. Alors là, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que dans le budget réel, il y a les frais fixes réels. Et dans le budget flexible, il y a les frais fixes standards. Sachant que les frais fixes sont fixes, quel que soit le niveau d'activité. Et donc, on peut écrire, sans prendre de risque, les frais fixes réels est égal. Les frais fixes réels sont identiques aux frais fixes standards. Et on peut donc, après avoir développé, simplifier. Et donc, on aura l'écart sur coût variable est égal le coût variable unitaire réel fois l'activité réelle plus les frais fixes standards moins, j'enlève la collade, variable standard fois l'activité réelle, moins et plus. Ici, ça devient moins. Et donc, on peut simplifier par frais fixes standards et frais fixes standards, puisque les frais fixes réels sont des frais fixes standards et sont fixes. Et on aura l'écart sur coût variable, c'est le coût variable unitaire réel fois l'activité réelle, moins le coût variable unitaire standard fois l'activité réelle, ce qui permet de factoriser par l'activité réelle en fin de compte. Et on aura l'écart sur coût variable, ou bien l'écart sur budget, c'est le coût variable unitaire réel du centre, moins le coût variable unitaire standard du centre, qui multiplie l'activité réelle. Voici la formule définitive à retenir. Et de cette façon, un écart négatif signifie que le coût variable unitaire réel du centre est inférieur au coût variable standard, c'est une amélioration des charges variables. Et un écart positif s'interprète inversement, puisque dans ce cas, le coût variable unitaire réel serait supérieur au coût variable unitaire standard. C'est une détérioration des charges variables au niveau du centre. C'est un écart défavorable. Donc le signe moins ou le plus doit s'expliquer à travers l'évolution de la variation coût variable réel moins coût variable standard. Deuxième écart à calculer au niveau des charges indirectes, c'est l'écart sur coût fixe, appelé également écart sur activité. Alors là encore, nous allons partir de la formule primitive. L'écart sur coût fixe, c'est le budget flexible pour l'activité réelle, moins le budget standard pour l'activité réelle. Donc c'est toujours l'activité réelle, sauf qu'on a le budget flexible et le budget standard. D'après les notations que nous avons retenues tout à l'heure, le budget flexible serait le AX plus B, c'est le coût variable unitaire standard pour l'activité réelle, plus le B, les frais fixes standards, moins le budget standard pour l'activité réelle, c'est-à-dire le coût variable standard plus le coût fixe unitaire standard fois l'activité réelle. Alors en développant cette égalité, on aura l'écart sur coût fixe serait le coût variable unitaire standard fois l'activité réelle plus les frais fixes standards moins, je vais enlever la collade et je développe. Donc moins coût variable unitaire standard fois l'activité réelle moins coût fixe unitaire standard fois l'activité réelle est égal, après avoir simplifié par coût variable unitaire standard fois l'activité réelle, VS fois AR, VS fois AR, qu'est-ce qui reste? Les frais fixes standards moins le petit FS fois activité réelle. Et on aura, puisque les frais fixes standards, ce sont eux-mêmes le coût fixe unitaire standard fois l'activité normale, on aura en remplaçant grand FFS par
petit fs fois l'activité normale, on aura donc l'écart sur cofixe, c'est le cofixe unitaire standard fois l'activité normale, moins le cofixe unitaire standard fois l'activité réelle, et on peut factoriser par le cofixe unitaire standard, ce qui donne enfin l'écart sur cofixe est égal à activité normale moins l'activité réelle fois le cofixe unitaire standard. Voici donc l'écart sur cofixe et la formule définitive à retenir. Et de cette façon, l'écart positif ou négatif traduirait une suractivité ou bien une sous-activité, le verbe. Alors comment maintenant interpréter cet écart sur cofixe? Donc la formule, je précise, la formule définitive à retenir, c'est l'activité normale moins l'activité réelle fois le cofixe unitaire standard, et le cofixe unitaire standard, c'est le grand FFS sur l'activité normale, c'est-à-dire le cofixe unitaire par unité d'activité. Alors l'écart sur cofixe définit un écart d'imputation rationnelle. Donc là, avec le même écart sur cofixe ou bien sur activité, vous pouvez l'obtenir par l'écart sur d'imputation rationnelle que vous avez l'habitude de voir au niveau de la méthode du centre d'analyse améliorée par l'imputation rationnelle des charges fixes. Alors, l'écart sur cofixe positif signifie quoi? Signifie que l'activité normale est supérieure à l'activité réelle. Alors là, l'activité normale est supérieure à l'activité réelle. Cela signifie quoi? Nous avons dans un atelier une capacité d'utiliser 9000 heures machine. Mais on a utilisé, ça c'est la capacité normale qui peut être assimilée à la capacité maximale. Mais dans la réalité, on n'a utilisé que 8000. Donc 9000 et on a utilisé uniquement 8000. Cela traduit quoi? Cela traduit un chômage, c'est-à-dire que 1000 heures chôment. 1000 heures chôment, et ces heures qui chôment consomment les ressources fixes. Ils ne consomment pas les charges variables, mais ils consomment les charges fixes. Et donc les charges fixes ici sont consommées sans qu'il y ait production. Et donc c'est une détérioration, et donc c'est un écart défavorable. Donc on interprète l'écart sur cofixe positif comme étant un écart défavorable. C'est un écart de chômage ou bien un écart de sous-activité. Un écart de sous-activité, c'est-à-dire qu'il y a des unités d'œuvre qui sont disponibles et qui sont déjà dans la structure, et ils consomment des ressources fixes, c'est-à-dire les charges fixes, puisque les charges, c'est la manifestation comptable de la consommation d'une ressource, et donc on aura un écart défavorable dans la mesure où l'activité réelle est inférieure à l'activité normale, ou bien l'activité normale supérieure à l'activité réelle, c'est-à-dire qu'il y a chômage, et chaque fois qu'il y a chômage, il y a des ressources qui sont consommées sans qu'il y ait production. Inversement, un écart sur cofixe ou bien sur activité négative s'interprète comme étant un écart favorable. Pourquoi? Parce que l'activité réelle est supérieure à l'activité normale, ou bien l'activité normale est inférieure à l'activité réelle. C'est le cas inverse, nous avons une capacité d'utiliser 9000 heures, mais dans la réalité on a utilisé 10 000. C'est-à-dire qu'il y a une suractivité dans le centre, et cette suractivité permet d'amortir les charges fixes, et donc c'est une baisse des charges fixes, et donc on aura un écart favorable qui s'appelle un écart de suractivité ou bien un bonus de suractivité. Voici donc l'interprétation qu'il est possible de donner un écart sur cofixe positif ou négatif. Retenez donc que l'écart sur activité positive est un écart défavorable, c'est un écart de chômage ou un écart de sous-activité, et un écart négatif, c'est un écart favorable, il s'appelle un bonus de suractivité, puisque nous avons utilisé plus que la capacité disponible, ce qui a permis d'amortir les charges fixes. Le troisième écart que nous allons calculer, c'est l'écart sur rendement, appelé également l'écart sur rendement du travail, parce que dans chaque centre, il y a une activité, et cette activité concourt à la réalisation d'une quantité du produit, c'est-à-dire la production, et le rapprochement de l'activité à la production nous donne le rendement, et nous avons intérêt à savoir dans quelle mesure le rendement s'est-il amélioré ou bien s'est-il détérioré dans le centre, et l'écart sur rendement renseigne sur cela. Alors là encore, on commence par une formule primitive. L'écart sur rendement, c'est le budget standard pour l'activité réelle moins le budget standard pour l'activité préétablie. Donc déjà, on peut être un peu dispersé ou sinon perdu au niveau des appellations. Budget standard pour l'activité réelle, budget standard pour l'activité préétablie. C'est la raison pour laquelle si on essaye de faire un effort pour développer cette formule primitive, on aboutirait à une formule plus simple à apprendre
plus simple à pratiquer, plus simple à utiliser pour calculer l'écart. C'est ce que nous allons faire ci-dessous. Alors le budget standard, c'est le coût variable unitaire standard du centre plus le coût fixe unitaire standard qui multiplie l'activité réelle, puisque le budget standard ici, il est défini pour l'activité réelle. Moins budget standard pour l'activité préétablie, c'est toujours VS plus petit fs fois activité préétablie. Alors l'activité réelle et l'activité préétablie. C'est quoi l'activité réelle? C'est le nombre d'heures, le nombre d'unités d'œuvre consommées. Si l'unité d'œuvre est l'heure, donc c'est le nombre d'heures consommées dans le centre, ou bien le nombre d'unités d'œuvre consommées réellement dans le centre. Et l'activité préétablie, c'est quoi? C'est le nombre d'heures que l'on doit normalement consommer pour la production réelle. Pour la production réelle. Et donc, derrière l'activité réelle, il y a le nombre d'unités d'œuvre consommées réellement pour l'activité réelle, et derrière l'activité préétablie, il y a le nombre d'unités d'œuvre que l'on devait normalement consommer pour la production réelle, pour ne pas avoir la confusion entre l'activité réelle et l'activité préétablie, ni entre l'activité préétablie et l'activité standard. Alors, on aura donc, si on factorise par l'activité, et si on factorise par VS plus petit fs, on aura ici VS plus petit fs, VS plus petit fs, c'est-à-dire le coût variable standard plus le coût fixe unitaire standard. On va factoriser, on aura activité réelle moins activité préétablie fois le coût de l'unité d'œuvre standard, c'est-à-dire VS plus petit fs. Ça, c'est la première relation. On va voir maintenant si l'on peut appeler le rendement. Alors, jusqu'à présent, dans la formule activité réelle moins activité préétablie, on ne voit pas le rendement, mais il se cache derrière l'activité. Parce que nous avons dit, au niveau de la deuxième convention du plan comptable, si vous vous souvenez des trois conventions que nous avons dit, il faudrait les bien maîtriser et les respecter. Il faut faire la différence entre l'activité et la production, même s'il est toujours possible de passer de l'activité à la production ou de la production à l'activité à travers le rendement. Et donc, on peut appeler le rendement à travers l'activité. On aura alors le rendement, c'est quoi? C'est l'activité réelle, le rendement réel, c'est l'activité réelle sur la production réelle. Pourquoi? Parce que le rendement, c'est l'activité sur la production. Alors, si vous permettez, je vais vous donner un exemple ici, sur le tableau, un exemple chiffré. Alors, nous avons dans un centre. Ce centre, c'est un atelier. C'est un atelier. Cet atelier a une unité d'œuvre définie par l'heure de main-d'œuvre directe. Heure de main-d'œuvre directe. Alors, le nombre d'unités d'œuvre dans le centre, c'est-à-dire l'activité normale, c'est par exemple 1000 heures par mois. 1000 heures par mois. Si on utilise les 1000 heures, on peut atteindre un niveau de production normal de combien? De 2000 produits. De 2000 produits par mois. Donc l'activité 1000 heures, la production 2000 produits. Quel est le rendement ici? Alors on peut calculer le rendement au niveau du centre de deux manières différentes. Le rendement, il peut être calculé, c'est l'activité sur la production, et le rendement peut être calculé, c'est la production sur l'activité. Alors si on applique rendement, activité sur production, on aura 1000 heures sur 2000 produits, c'est-à-dire combien? 0,5 heures par produit. Voici le rendement. 0,5 heures par produit, c'est-à-dire qu'au niveau du centre, au niveau de l'atelier, on met une demi-heure pour fabriquer un article. C'est la raison pour laquelle 1000 heures ont permis de produire 2000. Sinon, on peut calculer le rendement autrement. C'est la production sur l'activité et on mettra dans ce cas 2000 divisé par 1000 et ça nous donne 2 produits à l'heure. C'est-à-dire dans le centre, on fabrique 2 produits en 1 heure. C'est l'équivalent de dire on met 0,5 heures pour produire une unité du produit. Alors là, y a-t-il une différence entre 0,5 heures par produit et 2 produits par heure? Eh bien, c'est les deux faces d'une même médaille.
C'est la même lecture, le rendement est le même, mais l'expression elle est différente. Ici, le rendement il est exprimé en termes d'activité, donc c'est l'expression en termes d'activité, et là c'est l'expression en termes de production. En termes de production, sinon il est toujours possible de passer de l'activité à la production en passant par le rendement. Eh bien, c'est ce que nous allons essayer d'utiliser. Donc, le rendement réel serait l'activité réelle divisée par la production réelle. Activité réelle divisée par la production réelle. Et donc, l'activité réelle serait le rendement réel fois la production réelle. L'activité réelle serait le rendement réel fois la production réelle. Ici, le rendement fois la production, c'est l'activité. De même, le rendement standard serait l'activité normale divisée par la production normale. Donc, c'est toujours activité sur production, et on aura l'activité normale, c'est le rendement standard fois la production normale. Mais nous n'avons pas ici l'activité. Donc, l'équation 1, nous n'avons pas l'activité standard. Ce que nous avons, c'est l'activité préétablie. Mais nous savons que le rendement au niveau des prévisions, c'est le même, c'est le rendement standard. Et donc, on peut calculer le rendement standard autrement en mettant le rendement standard, c'est l'activité préétablie divisée par la production réelle, puisque au niveau des prévisions, l'activité préétablie, c'est une activité prévisionnelle et l'activité normale, c'est une activité prévisionnelle. Et dans les deux prévisions, le rendement est le même, c'est le rendement standard. Et donc, on peut calculer le rendement de deux manières différentes. L'activité normale sur la production normale, ou bien l'activité préétablie divisée par la production réelle. Et on aura l'activité préétablie serait le rendement standard fois la production réelle. C'est la troisième équation. À partir donc de la première, la deuxième et la troisième, on peut donc écrire la chose suivante. L'écart sur rendement serait activité réelle, c'est-à-dire rendement réel fois production réelle, moins activité préétablie, c'est-à-dire rendement standard fois production réelle, le tout fois VS plus petit fs, et nous aurons la production réelle qui se répète ici. On peut factoriser donc par la production réelle et on aura la formule définitive à retenir. C'est l'écart sur rendement, c'est le rendement réel moins le rendement standard fois la production réelle fois le coût de l'unité d'œuvre standard, c'est-à-dire petit VS plus petit fs. C'est la formule définitive à retenir et donc à apprendre. L'écart sur rendement sera donc le rendement réel du centre moins le rendement standard. Le rendement réel, c'est l'activité réelle divisée par la production réelle. Le rendement standard, c'est la production standard ou bien normale divisée par la production normale qui multiplie la production réelle fois, et qui multiplie encore le coût variable unitaire standard plus le coût fixe unitaire standard du centre, et on aura la formule définitive. Et donc le signe moins au plus de l'écart sur rendement ne peut dépendre que de la variation du rendement, c'est-à-dire la différence entre le rendement réel et le rendement standard, puisque les autres paramètres, production réelle et coût d'unité d'œuvre standard, sont des paramètres qui sont positifs. Alors, cet écart exprime soit une amélioration du rendement, soit une détérioration du rendement. Quand est-ce que l'écart sur rendement traduit une amélioration? Alors, il y a une amélioration de rendement lorsque le rendement réel est supérieur au rendement standard. Et bien, c'est ce que nous pouvons admettre communément sans confusion. Mais ici, le rendement réel, est-ce qu'il est exprimé en termes d'activité ou en termes de produit? Donc là, il faut faire attention. Le rendement réel ici, il est calculé en termes d'activité, mais derrière l'activité, l'expression activité, il y a expression production. Je vais donner un exemple chiffré par la suite. Donc, une amélioration de rendement lorsque le rendement réel est supérieur au rendement standard. Et l'écart sur rendement traduit une détérioration du rendement lorsque le rendement réel est inférieur au rendement standard. D'accord. Alors, dans le premier cas, l'écart sur rendement doit être négatif. Pour que le rendement réel soit supérieur au rendement standard, il faut que l'écart sur rendement soit négatif. Et l'exemple ci-dessous vous permet de comprendre facilement pourquoi. Parce que ça peut paraître préalablement comme étant une certaine contradiction. Comment l'écart est négatif et il est favorable?
mais il faudrait interpréter le rendement en l'interprétant par son expression qui est l'expression en termes d'activité. Le rendement réel, par exemple, il est de 0,25 produits, 0,25 heures par produit. Ce qui revient à dire, si vous passez à notre expression, 4 produits à l'heure. Et le rendement standard, c'est 0,5 heures par produit, ou bien si vous passez à notre expression, c'est 2 produits par heure. Dans quel rendement il y a un rendement élevé? Dans le standard ou dans le réel? Eh bien, c'est dans le réel, parce que 0,25 heures par produit, c'est l'équivalent de 4 produits. Et 0,5 heures par produit, c'est l'équivalent de 2 produits. Nous avons 0,25 moins 0,5, c'est négatif, mais 4 produits sont supérieurs à 2 produits, et donc c'est une amélioration du rendement et non pas une détérioration du rendement. Et dans le cas inverse, eh bien c'est le contraire. Lorsque l'écart sur rendement est positif, cela signifie qu'il y a une détérioration du rendement. Et dans ce cas, le rendement réel obtenu en termes d'activité permet de produire moins que le rendement standard, et c'est une détérioration du rendement. C'est le cas par exemple si le rendement réel est de 0,5 et le rendement standard est de 0,25, et donc on aurait 2 produits à l'heure, c'est bien inférieur à 4 produits à l'heure, et donc l'écart sur rendement négatif, c'est un écart favorable, et positif, c'est un écart défavorable. Voilà donc ce que vous allez retenir. L'écart sur rendement négatif, c'est un écart favorable, c'est une amélioration du rendement, et un écart sur rendement positif, c'est un écart défavorable. Voilà la chose à retenir. Alors pour finir ce chapitre, et donc pour conclure à ce chapitre, et en ce qui concerne les écarts sur charge indirecte, donc nous avons l'écart global calculé tout d'ailleurs comme au niveau des charges directes, c'est les charges réelles constatées moins les charges préétablies pour la production réelle, bien le coût préétabli pour la production réelle. L'écart sur covariable, bien l'écart sur budget, c'est le coût variable unitaire réel moins le coût variable unitaire standard fois l'activité réelle. Et l'écart sur coût fixe, c'est l'activité normale moins l'activité réelle fois le coût fixe unitaire standard. Et enfin, l'écart sur rendement, c'est le rendement réel moins le rendement standard fois la production réelle fois le coût variable unitaire standard plus le coût fixe unitaire standard. Tels sont donc les 3 écarts à retenir. Ces écarts donc vous permettent de mettre sous tension les centres d'analyse en évaluant l'impact de chacun des 3 paramètres que nous avons retenus pour définir un centre d'analyse, c'est-à-dire le budget des charges variables et fixes, une activité mesurée, une unité d'œuvre, et un rendement, c'est-à-dire le rapport entre l'activité et la production. Tels sont donc les sous-écarts qui constituent l'écart global au niveau des charges indirectes. Ces formules sont donc à appliquer. Pour qu'elles soient appliquées dans le bon sens, il faut qu'elles soient bien compris et il faut qu'ils soient bien appris. Et je vous donne rendez-vous pour l'application de ces différents écarts au niveau des travaux dirigés. Déjà sur la plateforme, vous avez la première série qui est déposée, et la première série porte sur le calcul du coût préétabli et le calcul des écarts. Sur cela donc, je vous remercie et je vous invite à vous attaquer à la première série. Essayez de traiter la première série à la lumière de ce que vous avez au niveau de ce chapitre. Je suis convaincu du fait que si vous avez bien compris le cours, vous pourrez sans problème donc traiter les questions qui sont programmées dans le cadre de la première série. Je vous souhaite ainsi bon courage et rendez-vous la séance prochaine, Inch'Allah, avec le 2e chapitre qui porte sur le budget des ventes. Merci.